Sous l'égide de sa nouvelle famille ducale, Dijon poursuit son évolution de capitale du duché. C'est ainsi qu'au temps de Philippe le Hardi, on peut voir la phase finale de la construction de Saint-Bénigne, où les dernières tuiles sont posées au sommet des deux clochers. C'est à ce moment que ce grand vaisseau blanc, car oui, à l'époque il n'était pas encore recouvert de pollution notamment due au pot d'échappement, ce grand vaisseau blanc donc tape dans l'œil à un Polac sorti de nulle part. Mais attention, c'était du gratin. Le mec, c'était ni plus ni moins que l'héritier de la couronne de Pologne. En tout cas, jusqu'à ce que son père le foute dehors à coups de pied dans le derche. Les histoires de famille, tout ça. Le fait est qu'il s'est bien senti dans la cathédrale, car aujourd'hui encore, la stèle de ce roi déchu y trône toujours. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des touristes polonais viennent à Dijon se recueillir sur la stèle de Ladislas de Pologne. En parallèle, dans un domaine plus administratif on va dire, on bâtit également ce qui est connu comme la première véritable mairie de Dijon, qui se trouvait à la place de l'université de lettres actuelle. La mairie que l'on appelait alors Maison du Singe. Alors, tout de suite, je préfère vous préciser qu'on n'a pas donné ce nom-là par rapport au maire de l'époque qui aurait eu, une certaine prédisposition à faire des singeries. Des grands patrons qui ont fait des grandes écoles pour faire des grandes conneries. Eh ben non, c'était par rapport au porte-poulie du puits qui se trouvait à l'intérieur de la cour de la baraque et qui représentait un singe avec en dessous de lui un mec ficelé et bâillonné. What the fuck, me direz-vous? Aujourd'hui, on a plus l'habitude de voir une Marianne dans une mairie. Mais à l'époque, le singe était synonyme d'être rusé et malicieux. Comme de nos jours, on l'associe au renard. Ouais, bon, d'accord, peut-être pas celui-là. Le singe représentait donc la suprématie de l'intelligence des institutions sur le grouillot lambda, quoi. En résumé, cette mairie était donc un lieu où on stockait les archives, mais aussi une tôle. C'était donc là qu'on trouvait le prévôt. Tout bonnement, le prévost, tout bonnement! Justement, à propos de protection, les entreprises cléricales, entre guillemets, développent aussi leurs propres fortifications dans l'enceinte même déjà fortifiée de la ville. Après tout, à cette époque, on n'est jamais à l'abri d'une OPA agressive. Un vestige de cette politique est encore visible de nos jours à l'image de l'abbaye Saint-Étienne, dont on peut encore voir aujourd'hui le portail. Vu du ciel, c'est encore plus flagrant. L'îlot de bâtiments actuel suit parfaitement le terrain qui appartenait alors à l'abbaye. Tiens, vu qu'on parle d'économie créée par le clergé, en plus des deux grandes entreprises que sont les abbayes Saint-Étienne et Saint-Bénigne, figurez-vous qu'une ambassade d'une abbaye extérieure à la ville vient pousser les portes de celle-ci pour s'y implanter. Je vous laisse donc imaginer la réaction des deux concurrents habituels qui se retrouvent face à un nouveau concurrent. Cette vitrine économique d'une entreprise concurrente donc, c'est le Petit Cîteau, qui est donc loin d'être juste une chapelle car ce bâtiment, en plus d'être un appartement sympa pour l'abbé, est surtout un lieu protégé à l'intérieur des remparts de la ville. Car oui, inutile de vous dire à quel point les routes à l'époque étaient super dangereuses, et pas parce qu'on respectait pas le code, mais parce que vous risquiez de vous faire lâchement attaquer par derrière, par des brigands ou autres malandrins. Bon, après dans les faits, cette parcelle appartenait à Cîteau depuis déjà un bout de temps déjà. Elle avait été offerte par la femme d'un ancien duc de Bourgogne, Dame Mao. Non, pas comme ça, Mao. Voilà, ça c'est Dame Mao. Bref, tout ça pour dire qu'il a fallu attendre l'époque du Hardi pour que l'abbaye de Cîteau passe vraiment à l'attaque économiquement parlant en décidant d'avoir pignon sur rue dans Dijon, quoi. En outre, pour rester dans l'économie tout en sortant du religieux, on voit également apparaître des hôtels bourgeois, à l'image de l'hôtel Frémiot, qui a la particularité d'être le seul bâtiment de la ville à être resté en l'état depuis sa construction. Du coup, si jamais un jour on vous demande un exemple d'architecture 100% 14e, eh ben vous l'avez! Ouais, je sais, il y a beaucoup plus de chances qu'on vous demande un jour votre portefeuille. Remarquez, ça aurait au moins le mérite d'être assez cocasse, Ouais, vas-y, file-moi direct un exemple d'architecture du 14e siècle, fils de... Bonne famille, on va dire, Bon, apparaît aussi à cette époque l'hôtel des Griffons, qui, comme son nom l'indique, est une annexe de l'une des maisons de Poudlard. Gryffondor! Non, une fois de plus sérieusement, il s'agit juste d'une grande famille dijonnaise qui fournira d'ailleurs 3 maires à la ville de Dijon au Moyen-Âge. Une rue portait même leur nom, la rue des Griffons, aujourd'hui rue Chaudronnerie, c'est vous dire. On va maintenant pouvoir causer de la construction d'un bâtiment au nom bien plus familier avec la tour de bar. Non, pas de bar des sports. Ni de bar à mine. Encore moins de baromètre. Alors là, pas du tout.
Quoique, c'est pas totalement hors de propos, car figurez-vous que des tombes juives ont été retrouvées pile sous la tour de Bar au cours de fouilles dans les années 70. Il faut aussi savoir à ce propos qu'il aura fallu quand même attendre 1196 pour que les Israélites accèdent au droit de vivre à Dijon. Avec cette tour, on va enfin pouvoir commencer à parler de ce qui deviendra le palais des ducs. Car avant, on n'a juste que dalle. Ou plutôt ça tient en une phrase, les ducs capétiens avaient bâti un truc. C'est tout. Quoi, comment, y a rien d'autre. Et pourtant cet homme aura beaucoup cherché. Philippe le Hardi avait donc le désir de moderniser la structure qui était là avant. Il lança donc la construction d'une nouvelle tour en 1366 qui, pour faire simple, était un hôtel particulier de luxe fortifié et équipé en cas de vindicte populaire d'une canonnière. C'est-à-dire d'une fine ouverture à l'image des meurtrières, sauf que à la base se trouve une ouverture pour faire passer la gueule d'un canon afin de bouter le feu. Boutez le feu! À propos de guerre justement, il semblerait que la façade eût été sujette à... une petite crise d'acné. On pourrait croire qu'elle a été mitraillée par le passé, mais ne vous y trompez pas, il s'agit simplement de fossiles qui se trouvaient dans les pierres lorsqu'on a monté la structure. Au départ, on l'appelait la tour neuve, et étant donné qu'elle était neuve vu qu'on venait de la construire. Ouais, bon, j'avoue, là, on s'est pas trop cassé la tête pour le nom, mais de toute manière, elle changera de nom plus tard, quand le duc de Bar y sera enfermé, mais sur ce point-là, on y reviendra plus tard. Parce que là, maintenant, on passe à du lourd, peut-être même du trop lourd. Voilà, on va dire que ça c'est mieux, hein. La volonté politique de grandeur de Philippe le Hardi va être sculptée dans la pierre en 1378 avec l'acquisition d'un lopin de terre dit de champ molle, ancien mot français pour dire marécage. Fermement motivé à l'idée de créer une glorieuse dynastie, Philippe le Hardi décida d'y faire bâtir un sanctuaire où lui et tous ses successeurs reposeraient. Histoire de se la jouer face à la nécropole des Capétiens, et pour ça il a sorti les gros moyens le fifi, en faisant venir plus de 250 ouvriers hyper qualifiés venus de toute l'Europe. Et ce, en plus de faire installer pour l'occasion une délégation spéciale de moines Shaolin pour s'installer à cet endroit. Ouais, je déconne, mais en même temps regardez-les. Ils sont chauves avec des tenues pas possibles. C'est pas dur de les imaginer faire de la gym avant le premier psaume du matin quoi. Plus sérieusement dans les faits, ces moines-là c'était des chartreux, et pour la petite anecdote, ils s'appelaient comme ça tout simplement parce que à l'origine, la congrégation vient du massif de la Chartreuse à Grenoble, le nom lui-même venant d'une tribu gauloise du coin. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. Eh ben, en 1723, cette congrégation se mit à élever cette race de chats, et ils finirent tout simplement par leur donner leur nom, d'où le chat chartreux. C'est un pépère. Oh, il est bien fourré. Pour ce qui est des travaux réalisés dans la zone, on commença par creuser un sanctuaire souterrain où sera enterrés les ducs. Ce qui fit naître d'ailleurs la légende qu'il y aurait un passage qui mènerait directement au palais des ducs jusqu'à la Chartreuse. Une bonne idée, à ceci près que vu qu'il y avait des douves qui entouraient les remparts de Dijon, le tunnel en question aurait été complètement inondé, donc du coup c'est plus une belle légende qu'autre chose. À l'entrée du sanctuaire souterrain en surface, on bâtit une grande chapelle où l'on peut voir le duc et sa femme en prière. Ça sera d'ailleurs la duchesse Marguerite de Flandre et son fils Jean sans peur qui posèrent la première pierre. Mais pour en savoir plus sur ces gars-là, je vous invite à jeter un œil à la série Game of Duke. Tout ce qui reste aujourd'hui de cette grande chapelle est l'escalier à vis, toujours debout et qui pour le coup ne mène plus qu'à un précipice. Pouf! Bon, par la suite, les moines se bâtirent 2 cloîtres, avec en leur centre un puits, dont l'un, que vous pouvez voir ici reproduit tel qu'il était à l'état originel, est juste un chef-d'œuvre de la sculpture européenne de tout le XIVe siècle, sculpté par l'artiste en titre de Philippe le Hardi, le sculpteur de Harlem. Non, pas ce Harlem-là. Voilà, bah oui, je sais, c'est bizarre, c'est parce que à la base, New York, ça appartenait aux Pays-Bas, ça s'appelait la Nouvelle Amsterdam, et c'est pour ça qu'ils ont dupliqué les noms des quartiers de la vraie Amsterdam, et quand les British ont repris le truc, ils ont juste changé le nom de la ville, donc voilà. Le sculpteur de Harlem, donc venu à Dijon, c'est Klaus Sluter. Pour info, les pleurants, c'est aussi de lui. Ce qui est remarquable avec ce mec, c'est qu'il a poussé la sculpture vers un niveau supérieur d'expressivité, mais aussi de réalisme, en n'hésitant pas à reproduire aussi les défauts physiques, et même des puissants, truc qu'on a encore du mal à faire aujourd'hui, hein. Ta gonzesse se tape un double menton dans la vraie vie?
Eh ben t'inquiète pas, elle aura le même sculpté pour des siècles dans la pierre. Et là pour le coup, L'Oréal pourra rien faire, mais même si tu le vaux bien. Pour dire, ce mec était tellement respecté dans son domaine qu'il a même une statue de lui en bas de la tour de bar. Et pour ce qui est de son chef-d'œuvre, le puits de Moïse, lui, il est toujours préservé dans une cloche de verre et de pierre, même si entre-temps il a paumé son calvaire. Mais au gré des rues, vous pourrez néanmoins en voir une réplique le long de la rue Condorcet. Et ouais, c'était pas la porte d'entrée monumentale en voûte d'ogive qu'allait stopper la fureur révolutionnaire. Notre cher Fifi décide également de lancer les premiers travaux de pavage de la ville, car il en a marre d'avoir systématiquement les deux pieds dans la merde quand il veut se déplacer dans sa capitale. Désolé, il n'y avait pas d'autre mot. Afin d'éviter donc ce type de déconvenu, il fait paver ce qu'il y a autour du Palais des Ducs, ainsi que la route en direction du nord, vers les possessions bourguignonnes en Flandre, d'où vient Klaus Luther, je le rappelle. Bref, cette route en direction des possessions flamandes, c'est l'actuelle rue Jean-Jacques Rousseau. Au final, je crois qu'on peut dire qu'il aura quand même pas mal bossé, le Fifi.